nous rejoignent pour commencer. On ne va pas tarder parce qu'on ne peut pas pénaliser ceux qui sont à l'heure. Mais on va attendre quand même quelques minutes, le temps de voir un peu plus de monde. Nous avons plus d'une centaine d'inscrits pour ce webinaire. Je pense que le Green Business et le Green Entrepreneuriat intéressent. Il y a un bruit de fond, je ne sais pas qui... On est en train d'essayer de régler le problème, je suis désolé. Il n'était pas censé avoir autant de personnes autour et on a un petit problème du coup d'espace. Donc Clémence est partie voir si on peut aller s'isoler à l'autre bout de l'entreprise. Voilà. Le bruit vient de France alors, d'accord, parce que je ne connais pas. Désolé, il vient d'ici le bruit, donc on va voir comment... Elle est partie essayer de régler le problème. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Hichem, tu es où? À Tunis ou en Espagne? Oui, je suis en Espagne, je suis à Barcelone, exactement. À Barcelone, waouh. Il fait aussi beau que chez nous aujourd'hui là-bas? Oui, aujourd'hui, si, oui. Wow, quand même, beau soleil, il fait très beau vraiment. Pareil ici. Dommage qu'on ne peut pas profiter en plein air, on est renfermé dans le bureau. Encore 2 minutes et on démarre. Je propose qu'on démarre. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, encore une fois, marhaba, bienvenue à tout le monde, bienvenue à nos speakers, à nos partenaires. Je crois que c'est le premier webinaire de 2022 pour nous, parce que généralement, on a un Entrepreneurs Talk chaque mois.
Et là, c'est le premier de 2022. On a sauté janvier, c'était trop chargé, on n'était pas capable d'organiser un webinaire. Donc, vous êtes les bienvenus dans le talk d'aujourd'hui qui va parler d'innovation dans le green business. On a choisi le green business parce qu'à Red Start, c'est l'un des sujets sur lesquels on travaille en particulier. Nous avons d'ailleurs un très beau programme en cours avec SwitchMed sur la formation de jeunes entrepreneurs dans le domaine du green. Et je vois quelques-uns qui sont là aujourd'hui, de nos entrepreneurs qui sont en formation actuellement et en coaching avec le programme SwitchMed. Donc voilà, Red Start, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Red Start Tunisie. Donc Red Start Tunisie est un accélérateur, incubateur accélérateur, qui est spécialisé dans l'accompagnement d'entrepreneurs, généralement en phase de pré-lancement ou de lancement ou de croissance. On a vraiment plusieurs programmes qui sont… Alors, nos axes les plus importants sur lesquels on travaille, c'est l'entrepreneuriat innovant. On travaille beaucoup sur les startups aussi. On est très regardant par rapport aux participations des femmes. Nous tenons à avoir au moins 50% de femmes parmi nos bénéficiaires. Nous travaillons également sur l'entrepreneuriat vert. On travaille sur la technologie et plein d'autres sujets qui sont aujourd'hui très importants pour le développement des entrepreneurs et des TPME et des startups. Donc, nous organisons un peu ce programme dans le cadre du programme Redinov qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre avec Expertise France qui soutient justement l'innovation. C'est pour ça qu'on a choisi l'innovation dans le green business, mais en même temps, on a aussi le soutien de SwitchMed. Hicham qui est là, il va nous en parler tout à l'heure. On aime bien mettre en synergie un peu tous nos programmes parce qu'il y a du bénéfice de tous les côtés et tous les bénéfices reviennent aux entrepreneurs, c'est ça le plus important. Donc, dans Redinov, on travaille énormément sur tout ce qui est innovation d'une manière générale. On travaille également sur l'accès au financement. On parle beaucoup de finances alternatives, on travaille sur le crowdfunding, sur le business angel, sur les prêts d'honneur, tout ce qui est des mécanismes de financement qui sont innovants, vu l'importance de ça. Et d'ailleurs, dans SwitchMed, je sais aussi qu'il y a pas mal de choses qui se font. D'ailleurs, il y a des grants dans les différents projets qui sont mis en œuvre par SCPERAC. Donc, on travaille sur l'innovation, on travaille sur l'accès au financement et l'accès au marché. Donc, aujourd'hui, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, le green, je pense que ça devient, ce n'est plus un luxe, hein, c'est un must aujourd'hui pour le développement de nos territoires, pour le développement de nos pays et pour le développement mondial. Tout le monde s'oriente vers le green. En fait, quand on parle de green, c'est pas forcément, on parle pas d'environnement. Hein, parce qu'on a un peu cette confusion en Tunisie. Quand on parle green, on parle impact social, impact environnemental, mais pas que environnemental. Hein. C'est important de savoir qu'il y a aussi la mesure de cet impact qu'on peut avoir de l'entreprise sur tout l'environnement social, environnemental, économique, etc. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on comprend et c'est ce qu'on essaie de promouvoir à Red Start Tunisie par le green business. Bien sûr, je laisserai, j'ai un spécialiste dans le domaine qui va le présenter, qui va en parler tout à l'heure. Donc, on a parmi nos invités aujourd'hui, donc je suis heureuse aussi d'avoir Clémence, hein, qui représente Red Start France, qui est cofondateur de Red Start Tunisie et qui co-organise avec nous cet événement. Il nous a proposé Bastien, qui est là aussi, qui va nous parler de son expérience terrain sur le green business, qui est une belle start-up qui démarre dans le domaine du green. Il va nous en parler un peu plus en détail. Il va parler de l'innovation dans ce domaine aussi. Donc, bienvenue bien sûr à tous les présents. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs green et j'espère que vous allez profiter de ce webinaire. Sans plus tarder, je vais donner la parole à nos speakers. Je les présenterai un à un. Je vais commencer par Hicham Salem, qui est
notre partenaire à Red Start sur le programme SwitchMed aujourd'hui. Et je suis très contente qu'on soit dans cette task force nationale en Tunisie qui travaille sur le green business, en particulier avec SwitchMed, avec lesquels j'ai une relation beaucoup plus ancienne et que j'ai beaucoup appréciée depuis quelques années quand même. Je ne sais plus les compter, hein. Je ne sais plus, 2014, 2015, je ne me rappelle plus, Hichem, mais ça fait un bon moment. En tout cas, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Hichel Salel, qui est expert en développement durable en Méditerranée. Il accompagne depuis 2007, lui, avant moi bien sûr, les organisations de la société civile et les entrepreneurs verts de la région nord-africaine dans le développement et la mise en œuvre de leurs projets. Et c'est très important, vous savez, l'importance de l'accompagnement, etc. Et depuis 2018, il est chef de projet à CEPERAC en Espagne, à Barcelone. Il a de la chance d'être à Barcelone d'ailleurs, en charge de la mise en œuvre du programme de l'entrepreneuriat vert de SwitchMed au Maghreb, notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il est bien entendu passionné par l'innovation technologique pour la création de villes et de communautés durables. Et c'est très intéressant ce mélange technologie et green. À toi la parole, Hichem. Marhaba bik, on est content de t'avoir, sachant que tu es tunisien, bien sûr, d'origine. On est content de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'est un grand plaisir vraiment d'être avec vous aujourd'hui. Et merci d'ailleurs au passage à tous les participants à ce webinaire et surtout je salue leur intérêt concernant le développement des entreprises durables et l'innovation dans tout ce qui est Green Deal en général. Sans trop introduire, je voulais enchaîner un peu avec l'introduction de Douja concernant la tendance de création des entreprises durables. Et d'ailleurs, ça ne devient plus une tendance, c'est plutôt une nécessité, c'est-à-dire partant de principe d'aujourd'hui que toute entreprise ou toute activité économique, elle devrait être absolument durable. C'est-à-dire on ne peut plus se permettre de créer des entreprises linéaires ou de créer des activités économiques qui ne prennent pas en considération les impacts environnementaux et les impacts sociaux générés, disons, par que ce soit le processus de production ou même la mise en œuvre des actions. Alors, dans ces quatre, j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous notre expérience ou notre, disons, contribution dans cette tendance. Et je vais se centrer essentiellement sur l'initiative SwitchMed, comme elle a dit Douja. C'est une initiative qu'elle a commencée depuis 2014 dans la région méditerranéenne, et spécifiquement dans la rive sud de la Méditerranée, en partant de Maroc, en arrivant en Jordanie, c'est-à-dire on touche presque 8 pays. Mais ça n'empêche bien évidemment qu'on travaille avec la rive nord, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec la France, pour pas mal des initiatives communes. Alors, pourquoi le SwitchMed? Pourquoi il est venu le SwitchMed en 2014? C'est notamment pour assurer ou promouvoir cette transition vers une économie plus verte au niveau de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal des initiatives dans chaque pays, pas mal d'initiatives dans la région, mais bien évidemment, c'est-à-dire on avait à un certain moment besoin quand même de modéliser ce modèle transitoire vers une économie plus durable, vers une économie verte. Et du coup, SwitchMed, il a essayé de travailler sur une méthodologie assez ambitieuse, je dirais assez ambitieuse, parce qu'elle a pris quand même en considération plusieurs paramètres de développement des entreprises durables, notamment pour renforcer les structures d'appui chargées d'accompagner, d'incuber et de financer ces entreprises durables. Et après, surtout pour améliorer le deal ou les pactes financiers entre les entreprises et les acteurs financiers. Parce qu'on sait très bien, c'est-à-dire l'entreprise durable ou l'activité durable en elle-même, quand même, elle rencontre beaucoup d'entraves, beaucoup de difficultés en matière d'accès au financement. Et c'est pour ça, c'est-à-dire le programme, il a essayé dans sa globalité de prendre en considération tous ces paramètres. Comme je viens de mentionner, une méthodologie a été développée d'ailleurs depuis 2015
Bon, c'est une reprise des méthodologies assez connues, le Lean Startup, c'est-à-dire on l'a pris comme une base de travail, mais en impliquant bien sûr d'autres paramètres tels que la valeur environnementale et la valeur sociale qui peut générer une entreprise. Cette méthodologie a été testée depuis lors dans le WIPI, c'est-à-dire avec plusieurs partenaires, notamment avec Douja en Tunisie, dans un autre contexte. C'est-à-dire c'était une expérience quand même assez intéressante. Et c'est à travers cette expérience d'ailleurs qu'on a pu valider cette méthodologie et on a pu même donner un sens, disons, ou un aspect plus officiel de cette méthodologie à travers la proposition d'une définition d'une entreprise durable qu'on vient de valider dernièrement dans la COP de partie prenante de la Convention de Barcelone, pour notamment insister sur cette valeur environnementale et cette valeur sociale qu'une entreprise ou qu'une activité économique peut générer. Voilà, en partant de ce contexte, depuis 2018, on a commencé à travailler sur un outil digital en revenant vers la technologie et allier un peu la technologie avec les tendances environnementales et sociales. Nous avons développé une plateforme intégrale qui comprenne un ensemble de méthodologies, un ensemble bien sûr des actions proposées, pas seulement pour les entreprises durables, mais plutôt pour l'ensemble de parties prenantes de l'écosystème de l'entrepreneuriat verte dans la région. Et du coup, certainement, c'est-à-dire après, on partage avec vous toute cette information. Vous pouvez d'ailleurs, j'imagine la majorité parmi vous connaissent la plateforme de switchers.org. C'est une plateforme publiée depuis presque une année. Et elle essaye surtout de diffuser ou plutôt de modéliser une stratégie ou une méthodologie de travail sur le développement d'un modèle d'affaires durable, le développement de plans d'affaires durables, l'éco-conception de produits et services, étant donné que l'innovation, c'est-à-dire c'est pas au niveau de l'innovation de l'entreprise en elle-même, mais plutôt c'est l'innovation dans le processus, c'est comment on arrive quand même à mettre en valeur le triple bilan d'une activité économique, telle que, bien sûr, la valeur économique en premier lieu, qui garantit la durabilité de l'entreprise et qui justifie sa raison d'être. Après, bien sûr, son impact sur l'environnement et sa capacité, bien évidemment, à réduire les émissions et à diminuer, bien sûr, la pression sur la consommation de la matière première. Et troisièmement, la valeur sociale que peut générer une entreprise, ou que ce soit à travers, bien sûr, l'amélioration des conditions de vie de personnes impliquées, ou que ce soit les personnes qui travaillent dans l'entreprise ou qui mènent l'activité économique, ou aussi ceux qui reçoivent cette valeur économique ou les retombées de cette activité économique telles que les clients d'une entreprise. Et du coup, voilà, comme je viens de mentionner, cet outil de co-conception et de co-innovation permettent à un porteur de projet quand même de concevoir son activité économique sur une bonne base depuis le début, en partant d'un prototype, c'est-à-dire symbolique, qui résume plus ou moins son idée de projet, et en commençant à affiner les différents paramètres de son projet pour arriver à la fin à un prototype testé et validé et qui est prêt à être diffusé ou prêt à être mis sur le marché, bien sûr, et consommé d'une façon rationnelle par la clientèle impliquée dans ce sens. Après, aussi, on propose un outil d'accès au financement. Plutôt, c'est un toolkit qui aide le développement des stratégies d'accès au financement qui prennent en considération la valeur environnementale. On sait très bien que c'est quand même assez spécifique comme type d'activité, puisqu'il n'y a pas de garantie économique, il n'y a pas de garantie financière, c'est-à-dire qu'on peut déposer auprès de banques. Alors, notre atout, vraiment, c'est les impacts environnementaux, peut-être les impacts sociaux qu'on peut générer et qu'on peut défendre, bien évidemment, à travers sa stratégie qu'on peut développer. Après, un toolkit aussi d'accès au marché qui aide considérablement le porteur de projet à donner cette valeur d'innovation
c'est très bien aujourd'hui, quand on parle parfois, comme elle disait, de projet vert, parfois on oublie que le projet vert, c'est pas un projet d'agriculture écologique, c'est pas un projet qui a un impact sur l'environnement, mais plutôt c'est un projet intégrant qui essaye quand même d'améliorer la qualité de vie en premier lieu et de promouvoir bien sûr la consommation de produits et services durables, de produits et services respectueux de la nature et respectueux de l'humain pour arriver à un certain moment à créer ce qu'on appelle un peu la justice climatique et la justice sociale. C'est-à-dire c'est loin d'être une consommation biologique ou une consommation écologique, mais plutôt c'est une tendance globale pour essayer de soulever le défi environnementaux et sociaux que nous sommes en train de rencontrer à nos jours. Voilà, la plateforme New Party, elle prend en charge disons, ces volets, qui est le toolbox, disons, avec l'ensemble des outils qu'on propose. Après aussi, nous avons développé une communauté de switchers, une communauté des entreprises durables. L'objectif aussi de cette communauté, vraiment, c'est arriver à un certain moment à donner un potentiel aux communautés des entreprises durables, c'est-à-dire les allier, essayer de créer des synergies, créer une sorte de pression pour promouvoir la consommation, la production de produits et services durables, et bien évidemment, bien sûr, échanger sur les expériences, promouvoir aussi l'innovation ouverte pour créer des deals entre des entreprises existantes et entre des startups, bien sûr, en cours de lancement. Et bien évidemment aussi d'être connecté avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour capter les différentes ou les potentielles possibilités, ou que ce soit de financement ou d'investissement dans les secteurs qu'ils ont choisis. Après aussi, il y a un autre volet que nous avons développé, où nous avons travaillé beaucoup dessus, c'est le volet de Policy Hub. C'est-à-dire dans l'absence vraiment d'une politique qui encourage le développement des entreprises durables et qui promouvoit l'économie circulaire, bien sûr, il n'y aura pas une prospérité, il n'y a pas vraiment, il y aura pas tout simplement un soutien à tout ce qui est innovation en matière de création des entreprises. Et c'est pour ça, c'est-à-dire avec l'ensemble de pays partenaires, on travaille constamment sur le développement des livres blancs, disons, de sortes de documents qui synthétisent plus ou moins toutes les incitations et tous les textes réglementaires qui régissent aussi la création des entreprises durables et qui promouvoient la création de la richesse économique avec valeurs environnementales et valeurs sociales considérables. Après aussi, je cite qu'il y a un autre produit, c'est le Switchers Product. Switchers Product, ça sera le nouveau nez de notre plateforme. Et c'est un service très intéressant parce qu'il va préparer pour le lancement d'une plateforme de co-innovation ouverte. Et cette plateforme a pour objectif surtout de promouvoir les produits et services durables existants, c'est-à-dire que nous sommes en train, ou quel que soit, nous sommes en train de recenser sur le territoire, ou que nous sommes même en train d'accompagner directement à travers nos programmes respectifs, ou que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. Et après, les derniers services, c'est le lancement aussi de la plateforme de co-innovation ouverte. Attendez dans le prochain jour, c'est-à-dire qu'il y aura le lancement de cette plateforme et elle va permettre surtout de connecter l'ensemble de parties prenantes qui travaillent sur la promotion de l'innovation ouverte. Comme vous savez, maintenant, c'est un marché assez quand même en expansion, c'est-à-dire dans toute la région méditerranéenne. Et c'est une alternative aussi au financement durable. Parfois, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de financement, mais plutôt on a besoin d'un investissement pour faire naître, disons, notre idée de projet et donner la lumière à notre idée de projet. Voilà, sans trop rentrer dans les détails, c'est plus ou moins c'est la plateforme qu'on propose, disons, et c'est à travers laquelle on a essayé plus ou moins de centraliser les différents services et les différents produits qu'on propose pour les entrepreneurs verts. Peut-être aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette
cette promotion de l'innovation dans la création des entreprises d'Europe, sans avoir une méthodologie claire, sans avoir des outils de travail, surtout sans avoir une méthodologie socialisée au niveau de l'écosystème. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup à travers nos partenaires aussi, et en travaillant étroitement avec nos partenaires tels que Red Start, d'adopter cette méthodologie, essayer de la diffuser dans le sens le plus large, inciter les entrepreneurs, c'est-à-dire à opter pour cette stratégie. C'est pas seulement parce que c'est la meilleure méthodologie de travail, c'est la meilleure stratégie, mais dans un objectif de dire, voilà, aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un ensemble de valeurs, un ensemble de paramètres sur lesquels on veut concevoir un chemin directeur de développement des entreprises d'Europe. Et c'est l'unique façon, bien évidemment, de mettre la pression sur l'écosystème pour promouvoir des lignes de financement spécifiques pour tout ce qui est vert. Et secondo, bien sûr, pour surtout privilégier la création des entreprises d'Europe, vu leur retombée sociale et environnementale sur l'écosystème. Voilà, en bref, c'est-à-dire rapidement un petit parcours de la plateforme, de la méthodologie qu'on propose, et je reste avec vous après si vous avez bien évidemment des questions ou des interrogations. Merci Douja. Douja, vous êtes en mute. Voilà, merci Hichem, c'est très intéressant. Alors, moi, j'ai retenu plusieurs points très intéressants. D'abord, j'aimerais donner un retour d'expérience parce que la plateforme, même si au départ, on était un peu sceptique, on dit comment on fait une formation, la formation en ligne. La formation, généralement, il doit y avoir de l'interaction et l'expérience a montré que c'est vraiment intéressant, c'est très riche parce qu'il y a des exercices dans la plateforme, il y a des échanges, vraiment la méthodologie. Je vous félicite pour la plateforme de SwitchMed. Hein. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est les switches. Moi, je connais très bien, c'était avant la plateforme. Le site, les switches, elle est intéressant parce que ça crée justement des synergies. C'est vraiment en dehors des frontières, quoi. On a vraiment des entrepreneurs verts qui viennent un peu partout. Et c'est très intéressant pour nos entrepreneurs, pour les gens qui sont dans le domaine du green, d'être connectés, de voir qu'est-ce qui se fait en Tunisie, au Maroc, en Espagne, en France, etc. Donc, c'est très intéressant. Je suis curieuse de voir l'innovation ouverte, là, ce que ça va donner. Et puis, l'exposition de produits et de services est aussi très intéressante et ça permet des connexions. Et c'est ça ce qu'il faut. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est de créer des synergies et de ne pas tenir compte des frontières. Covid a aidé. A beaucoup aidé parce qu'on a appris à travailler à distance. On est plus à l'aise aujourd'hui à travailler sur… Vous savez, moi, là, en ce moment, en Tunisie, on peut faire des événements. Mais j'ai la flemme de faire un événement présentiel, même si on a envie. Je trouve que c'est plus simple de le faire en ligne. C'est dommage, mais bon, on va y arriver. On va revenir à comment on était avant. Merci beaucoup, Hichem. C'est très intéressant. Merci de rester avec nous. Il y aura peut-être des questions de la part de nos participants. Mais en attendant, je vais donner la parole à notre deuxième invité, notre cher ami donc Bastien, qui, après un passage dans la finance à Paris, Bastien a décidé de mettre son énergie au service d'un projet industriel ambitieux. C'est la réintroduction de l'insecte dans la chaîne alimentaire en créant Protifly donc en créant Protifly qui a un double objectif, donc de recycler les résidus organiques de l'agro-industrie en profitant du pouvoir naturel de la bioconvention des larves de mouches soldats noirs et à produire localement de la protéine de qualité extraite des insectes afin de proposer une alternative aux ressources historiques, majoritairement importées et responsables d'un effondrement de la biodiversité. Donc voilà, après une phase pilote, donc aujourd'hui, Protifly opère en une équipe d'une vingtaine de personnes dans les Landes. Donc, voilà, et Bastien, il s'occupe de tout ce qui est ressources humaines, il travaille sur le développement de la structure et on est ravis de l'avoir parmi nous. Il est actuellement, il nous parle de Paris, au siège de Red Start France, si j'ai bien compris. Vous êtes à Red Start avec Clémence, n'est-ce pas? Voilà. Et on est content de l'avoir. Il va partager un peu son expérience. Il va peut-être confronter un peu ses idées avec Hichem et puis on lui posera des questions plus tard.
Merci Bastien. À toi la parole. Merci Douja, c'est une présentation parfaite. Je n'ai quasiment plus besoin de dire quoi que ce soit. Non, merci Douja, merci Hichem pour cette introduction assez complète qui finalement a déjà soulevé beaucoup de points, je pense, qui sont intéressants d'aborder. En effet, cette notion de green business, comme son nom l'indique, on cherche à faire du business, de la profitabilité, de la rentabilité pour que ça puisse être financé et se développer. Et assez souvent, lorsqu'on cherche la performance et la rentabilité à tout prix, on perd une certaine sobriété en matière, en énergie. On a des modèles qui sont moins résilients et de fait, on s'éloigne du green. Donc, c'est toute la difficulté aujourd'hui d'arriver à créer de la valeur tout en étant sobre en consommation de matière et d'énergie. Et ça a été très bien soulevé par Hichem. C'est des choses, je pense, qu'on va pouvoir développer par la suite. En attendant, pour revenir du coup sur effectivement mon expérience personnelle, donc moi je m'appelle Bastien, comme l'a dit Douja, donc Protifly, une entreprise qui a 5 ans, qui a été créée dans le sud-ouest de la France. Et donc, comme l'a très bien expliqué Douja, notre mission, c'est de réintroduire l'insecte dans la chaîne alimentaire et lui redonner finalement la place qu'il a perdue. C'est-à-dire qu'on l'a enlevé de notre chaîne alimentaire, alors qu'un insecte dans la nature, ça a son rôle à jouer. Lorsqu'on peut se promener en été, on peut passer à côté de matières qui vont être en décomposition, ça peut être des déjections, ça peut être un cadavre animal, ça peut être n'importe quelle matière en fermentation. Assez souvent, on va avoir des larves de mouches et des mouches qui tournent autour, parce que dans leur nature, le rôle de ces insectes, c'est de venir recycler ces matières qui sont en décomposition. Et elles ont notamment, ces animaux, le pouvoir de convertir les nutriments qui sont encore présents dans cette matière en un temps record, en ingrédients de qualité. Donc, ils vont grandir très vite. On a tous, je pense, subi déjà une invasion de mouches dans notre vie. C'est parce que ce sont des animaux qui sont extrêmement efficients. Et une fois qu'ils sont à maturité, ils vont être mangés par des oiseaux ou par des autres animaux. Et puis, picorés, par exemple, par un poulet ou mangés par un oiseau. Et finalement, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Ce qu'on s'est fixé comme objectif, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'était de réindustrialiser ce modèle naturel que nous confèrent les insectes. Et l'application que nous, on propose en priorité sur le territoire français, c'est de destiner ces insectes à l'alimentation des poissons d'élevage. Alors, pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, sur le territoire européen et sur le territoire méditerranéen d'une manière générale, donc ça recolle effectivement avec notre intervention aujourd'hui des deux parties de la Méditerranée, les poissons qu'on trouve en rayon, donc les poissons carnivores, on peut penser aux truites, on peut penser aux salmonidés, alors là on parle un peu plus des poissons qui sont nord-européens que nord-africains, mais ce sont des poissons qui sont nourris en élevage à partir de poissons sauvages, qui sont, alors en partie, ce n'est pas l'unique nourriture, mais il y a 20% à peu près de l'alimentation de ces poissons qui sont des poissons sauvages, qui sont pêchés, réduits en farine, notamment en Amérique du Sud, pas uniquement, mais en grande partie en Amérique du Sud, puis c'est exporté dans nos piscicultures européennes. Bon. La problématique de ces ressources-là aujourd'hui, c'est que ce sont des matières qui sont déjà trop utilisées. Donc on assiste à un effondrement de la biodiversité, notamment de la biodiversité marine, qui du coup ne peut plus jouer son rôle de puits de carbone. Et en plus de ça, on a des problèmes économiques puisque les prix flambent, car on a une population qui grandit avec une demande accrue. Et face à ça, nous on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait trouver une matière, comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'insecte pour résoudre ce problème. Donc notre job, c'est d'élever les insectes en local, en utilisant comme alimentation pour ces larves d'insectes les résidus de l'agro-industrie. Les insectes le convertissent en un temps record, et une fois que les larves sont à maturité, on en extrait la protéine qu'on propose aux poissons. C'est la première proposition de valeur qu'on a aujourd'hui. On a d'autres projets de réintroduire dans l'alimentation des autres animaux monogastriques et également à terme dans l'homme pour avoir un impact encore plus important d'un point de vue écologique et économique. Et tout le sujet au cours des 5 dernières années, ça a été de développer une technologie qui soit en même temps performante pour pouvoir être rentable et être scalée à grande échelle et pouvoir être dupliquée, et en même temps qui fasse preuve d'une certaine sobriété énergétique, une certaine sobriété technologique, de sorte à ne pas avoir d'autres externalités négatives qui viendraient entraver finalement l'intérêt de l'insecte, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu remplacer un problème par un autre. Voilà. Donc on a eu 2 ans de développement technologique, pendant lequel on a pu développer l'ensemble de ces sujets que je suis en train de vous évoquer. Puis on a passé dans un premier tour de financement, on a breveté la technologie, et on est passé dans un premier tour de financement qui nous a permis de construire une première unité à taille industrielle et commerciale. Et donc on opère actuellement cette unité en France.
Et nous sommes effectivement une vingtaine de personnes qui sont donc tous tournés vers l'objectif de multiplier les sites de production à l'avenir pour avoir un impact écologique le plus large possible, notamment sur le territoire européen, mais pas que. Et donc, je suis heureux de pouvoir évoquer ces sujets-là aujourd'hui avec vous. Voilà pour cette introduction. Douja, souhaites-tu partir dans un sous-sujet particulier ou souhaites-tu qu'on continue d'évoquer finalement les... Oui, j'aimerais que tu nous parles un peu plus un peu de l'impact de ce que fait Protifly, un peu de l'innovation, etc. dans ce que tu fais, avant qu'on donne la parole à nos participants pour poser des questions, etc. Mais plus particulièrement, ça c'est nouveau, hein, d'autres personnes, c'est un sujet qu'on connaît en Tunisie. Vous savez qu'on a déjà vu passer une start-up tunisienne qui a fait la même chose. Est-ce que, je ne sais pas si ça fait la même chose ou pas, peut-être pas, hein, mais dans le domaine. Alors, justement, parlez-nous un peu de l'innovation, de vos recherches, etc. Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un, à un entrepreneur qui est dans le green? Qu'est-ce qui ferait la différence avec d'autres sujets, d'autres projets? Comment percer dans ce domaine qui est nouveau, parce que déjà psychologiquement, je ne sais pas si les gens comprennent un petit peu ce que c'est la culture, enfin, travailler avec des insectes et utiliser des déchets, etc. Donc, comment ça se passe de l'autre côté? Oui, tout à fait. Pour avoir rentré un petit peu plus, effectivement, un petit peu plus dans les détails et des clés de réussite d'un projet industriel, il faut vraiment voir notre insecte, nous, comme un autre animal. C'est-à-dire que comme n'importe quel animal, au même titre qu'un poulet, au même titre qu'un poisson, c'est un animal qui va manger et qui va convertir en fait la matière en de la biomasse. Oui. Et la particularité, donc quelque part, il faut voir vraiment l'élevage de la larve de mouche soldat noir comme un élevage d'un autre animal traditionnel. Simplement, la particularité de l'insecte, c'est qu'il a une polyvalence incroyable. Et en l'occurrence, la larve de mouche soldat noir que nous élevons, elle a la capacité de se nourrir d'un vaste panel de matière organique et de le convertir extrêmement rapidement. Donc, c'est vraiment d'utiliser quelque chose qui est fait dans la nature, de l'industrialiser pour en tirer le maximum de valeur ajoutée. Et je pense que ça, c'est le constat qu'on a fait initialement. Et je pense que c'est au sein d'un projet de green, c'est un état d'esprit, je pense qu'il faut avoir, c'est de se dire, si je vais réinventer la roue, c'est que quelque part, peut-être, je m'éloigne d'une solution plus simple, plus sobre, qui peut être plus efficace. Et je pense qu'en partant dans des chemins qui peuvent paraître séduisants, mais qui deviennent extrêmement complexes, ça cache souvent des externalités négatives. Et je pense que réussir un projet industriel, je pense qu'il faut qu'il soit dans le green business, encore une fois, arriver à innover dans le green business. Je pense qu'il faut que la solution, elle apparaisse comme évidente. Parce que si elle est évidente, elle va pouvoir s'insérer dans les différents écosystèmes dans lesquels on va pouvoir la mettre en place. Et elle va avoir des externalités négatives qui vont être fortement réduites. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai commencé effectivement à évoquer sur la première partie d'intervention, c'est que si on cherche quelque chose de technologiquement très poussé pour une application spécifique, il y a de grandes probabilités que cette solution, elle soit spécifique à un problème, qu'elle ne puisse pas être scalée et qu'elle ait un manque de sobriété, qu'elle soit technologiquement extrêmement poussée. Il faut de la technologie, on en a besoin pour être efficient, notamment avec ces problématiques, on ne réussira pas sans technologie, mais d'aller dans un extrême inverse, ça peut amener d'autres problèmes. Donc je crois que effectivement, une des expériences que je peux vraiment partager, c'est ça, c'est cet état d'esprit de dire le green business, généralement, il faut que ça apparaisse comme quelque chose d'évident, qui puisse s'insérer dans les différents écosystèmes au sein des régions dans lesquelles on veut les installer. Et je pense que c'est une des clés de la réussite. Parce qu'un système qui n'est pas sobre et un système qui n'est pas résilient, il ne sera pas pérenne et on ne pourra pas le qualifier de green business. Voilà, ça, c'était vraiment quelque chose. Et après, au-delà effectivement, des retours d'expérience qu'on a eu pour mettre à l'échelle ce modèle industriel, ça a été beaucoup d'itérations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution magique, il y a beaucoup de travail qui doit être fait sur ces modèles de green business. Il faut itérer et se donner les moyens de pousser effectivement les études et les développements, que ce soit d'un point de vue économique, mais aussi, comme je le disais, d'un point de vue technologique, pour trouver le bon équilibre entre une solution qui va être efficiente, résiliente,
et qui va avoir le minimum d'impact. Et là, c'est des balances qui sont des fois impossibles et des fois qui sont possibles, comme ce qu'on a réussi à démontrer aujourd'hui, avec un impact carbone limité, tout en innovant et en scalant une solution qui soit rentable. Donc, c'était une balance à trouver et il faut assez souvent faire le funambule et arriver à ne pas se perdre dans des chemins qui finalement nous mèneraient à des solutions qui ne seraient pas pérennes et qui ne pourraient pas être qualifiées de green. Voilà ce que je pense. D'accord, donc tu conseilles que les gens testent, approfondissent leurs recherches, ils doivent aller rapidement sur le marché pour voir un petit peu si ça correspond un peu aux attentes de ses clients, sa niche, sa cible, etc. Donc, c'est ça. Quel conseil donneras-tu à des entrepreneurs green, en fait? Et, moi, je leur conseille, alors justement, pour le coup d'Ouja, effectivement, aller tester le marché, c'est une chose, mais il y a une grande réflexion au préalable à avoir. C'est-à-dire, et notamment lorsqu'on parle d'industrie. Si on parle de green business, on va parler très certainement de production à un moment ou à un autre. Et financer un outil de production qui ne serait pas adapté et qui serait mal réfléchi, ça peut vite être problématique. Puisque ce sont des outils qui coûtent très cher. On n'est pas dans une application digitale ou un service tertiaire, on est sur effectivement de la production dans le green. Et ça va forcément engendrer des investissements qui sont colossaux. Donc, évidemment que ça ne sert à rien de monter un modèle qui va produire des choses que les clients ne vont pas aller acheter. Pour autant, scaler trop vite, c'est également contre-productif et je pense qu'il y a un travail préalable à faire qui est un travail de recherche, un travail de laboratoire, un travail de prototypage qui va permettre effectivement d'amener ce produit sur le marché, mais si on le scale trop vite, on risque de faire des erreurs, notamment dans des modèles industriels qui demandent des capex qui sont extrêmement importants. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de prendre le temps dans la phase de recherche, évidemment de bien cibler ses clients, évidemment de développer un produit qui peut répondre à leurs attentes, mais aussi de réfléchir à un modèle, en l'occurrence industriel dans ce qui nous intéresse là, qui va répondre aux problématiques économiques futures et également aux problématiques environnementales. Très bien. Est-ce que, une dernière question avant de donner la parole aux participants pour leur permettre de poser des questions. Est-ce que tu as une motivation pour aller vers le green, Bastien? Quelle était la motivation? Ouais. Quelle était la motivation initiale? Initialement, à titre personnel, pour reprendre un peu mon historique, je souhaitais travailler dans le financement de l'innovation. Mais ce financement de l'innovation que je souhaitais réaliser, il était aussi j'avais aussi quelque chose dans l'esprit qui était de faire quelque chose qui a du sens. C'est-à-dire que je ne me voyais pas innover pour innover, et je me voyais innover pour construire l'avenir, et étant convaincu aujourd'hui que la direction que prend l'économie et que prend l'histoire, je pense qu'on va vraiment vers des problématiques écologiques qui sont majeures, et donc je souhaitais que l'innovation que je mets en place, alors initialement que je finance, puis que j'ai finalement fini par créer, puisque je suis passé de l'autre côté de la barrière, je souhaitais que ça s'inscrive dans le monde de demain. Voilà, donc c'est quelque chose qui, je ne peux pas donner une réponse précise, c'est quelque chose qui a toujours travaillé dans mon esprit, de lier l'innovation, mais de lier l'innovation pour le monde futur. Et le monde futur, quoi qu'on en dise aujourd'hui, il devra être sobre pour qu'on évite un certain nombre de catastrophes. Et donc, ça m'a amené logiquement à réfléchir à ces modèles-là. Alors, il n'y a pas que l'alimentation, évidemment, dans l'impact carbone et dans le monde de demain. Moi, c'est celui vers lequel je me suis dirigé par histoire, par opportunité. Et il y a tellement de choses à faire dedans que voilà, j'ai décidé de lancer cette société de l'innovation dans les chaînes alimentaires, avec l'objectif que ce que je crée fasse partie de l'économie de demain. Et je suis intimement persuadé que ce qui fera partie de l'économie de demain, et ce qui prendra d'ailleurs de plus en plus de valeur, ce seront des solutions qui seront écologiquement respectables de l'environnement, en tout cas bien meilleures que ce qui se fait aujourd'hui, parce que de fait, le sens de l'histoire va amener à faire prendre de la valeur aux actifs qui respectent l'environnement. Peut-être que c'est une situation qui aujourd'hui est un peu moins évidente, c'est même le contraire qu'on peut observer à de nombreux égards. Ce qui est sûr, c'est que dans un monde où effectivement on a plus 3 degrés, dans un monde qui est extrêmement consommateur d'énergie et de matière, les modèles qui seront extrêmement consommateurs d'énergie et de matière seront voués à disparaître. Donc c'est un mix en fait de toutes ces réflexions, de cette
Voilà, cette envie d'innover, mais cette envie de construire l'avenir dans des idées d'un monde, de ce que sera le monde de demain, de ce que sera la résilience dans le monde de demain, de ce que sera la valeur dans le monde de demain, qui m'a amené à travailler ce modèle et de le financer et de l'opérer désormais. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bastien pour ce partage. Voilà, donc, je ne sais pas, je t'avais parlé un peu de Switch. Tu as regardé un petit peu ce qui se passait dans ce réseau? Oui, effectivement, Hichem, hein, je dois admettre que j'avais entendu le nom, mais je ne connaissais pas grand-chose de Switchmed, et je trouve que c'est une initiative qui est extrêmement intéressante, que ce soit pour l'ensemble aujourd'hui des gens de Red Start, des autres, des entrepreneurs, puisque c'est effectivement ce qu'on se dit hein, finalement avec votre introduction et avec les quelques idées que j'essaie de développer, c'est qu'on arrive très souvent, lorsqu'on innove dans le green, à des intersections où c'est complexe, parce que on veut effectivement avoir un modèle où on va avoir un impact moindre, mais on va nous demander 15% de rentabilité sur fonds propres pour se mettre à l'échelle. Puis là, on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, il y a toutes des fois, ces incohérences entre les discours où on souhaite avoir un impact environnemental, mais aussi la nécessité de grossir pour avoir cet impact environnemental. Et pour grossir aujourd'hui, les canaux de financement demandent avant tout de la rentabilité. Donc on a des incohérences des fois et en fait on est bloqué, complètement bloqué. Et s'il n'y a pas des initiatives, pas des gens qui essaient de mettre un peu d'huile dans les engrenages à ces moments charnières des innovations business, elles sont vouées à mourir parce qu'elles sont considérées comme pas assez rentables par toute la sphère financière. Donc il y a besoin effectivement d'initiatives comme Switchmed parce que encore une fois, je pense que les innovations green vont prendre de la valeur, en ont déjà, vont continuer à prendre de la valeur. Donc, même si on sort de la problématique écologique, ça fera partie de l'économie de demain et de la création de valeur, parce que de fait, on y va. Qu'on le veuille ou non, on y va. Et donc, je pense que ces initiatives comme ça qui peuvent accélérer les transitions. Voilà. Donc, je serais ravi de continuer, en tout cas, à bosser avec vous sur les différents sujets et le déploiement de la solution insecte en Méditerranée. Voilà, donc super. De toute façon, on est en ligne. Nous, on encourage vivement nos entrepreneurs green à être des switchers, donc, et d'être sur la plateforme aussi. Donc voilà, grâce à Switchmed, grâce à nos partenaires du CITET, on a pas mal de partenaires sur la Tunisie. Une task force très dynamique qui est menée par le Centre de technologie de l'environnement en Tunisie. Avec Switchmed, où vraiment on essaie ensemble de travailler sur ces sujets, sur ces entrepreneurs, de les rassembler, de les former, de les accompagner, mais aussi de les pousser à être visibles, à réseauter, etc. Donc voilà, je ne sais pas si Hichem, tu vas ajouter quelque chose sur ça. Sinon, oui. Ouais, peut-être moi j'ajoute juste quelque chose. D'ailleurs, de passage, je félicite Bastien pour cette belle réflexion. Je dirais pas le projet en lui-même, mais c'est plutôt cette réflexion qui a mené à lancer l'initiative. Et ça m'amène à ajouter quelque autre chose. Si on veut faciliter un peu aussi le concept d'innovation dans les green, c'est créer une ressemblance avec ce qui a développé l'Union internationale pour la conservation de la nature, le concept de solutions basées sur la nature. Et là, on invite toute personne qui désire investir dans les green, d'observer la nature, d'observer les phénomènes naturels. C'est là où il y a l'innovation généralement. C'est là où on va s'inspirer pour concevoir l'idée de projet et pour parler réellement d'une idée de projet innovant. C'est-à-dire l'innovation, elle ne vient pas de la consommation d'énergie, l'innovation, elle ne vient pas du degré d'avancement dans l'innovation, mais plutôt elle vient d'une solution naturelle, d'une solution qui n'est pas du tout gourmande en matière énergétique, en matière de matières premières, et qui donne encore plus de valeur ajoutée. Et c'est très facile aussi à le faire passer au consommateur, parce que le consommateur, il est habitué par un phénomène naturel. Et du coup, après, l'adoption de cette solution, elle sera, disons, automatique, entre guillemets. Je voulais juste ajouter ce point parce que Bastien, il l'a évoqué. Je pense que c'est important quand même d'ouvrir une petite parenthèse sur ça. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'instituts, notamment de biomimétisme, qui font des travaux intéressants à ce sujet, entre les parallèles entre l'économie, effectivement, et la nature. Et on se rend compte que beaucoup d'innovations qui ont pris beaucoup de valeur sont des projets qui, initialement, sont inspirés de la nature. Et en fait, quelque part, l'innovation dans le green,
c'est ça qui est un peu contre-intuitif, c'est revenir généralement à du simple. En revenant à du simple, on va pouvoir re-rentrer effectivement dans des modèles qui sont plus sobres et qui ont beaucoup de valeur et qui vont être perçus par le consommateur comme évidents. Et c'est pour ça que les mises à l'échelle, elles sont complexes, mais quelque part, une fois qu'on est revenu sur ces systèmes, c'est voué à avoir une valeur qui est extrêmement importante. Donc là-dessus, Hichem, je vous rejoins tout à fait. Douja, vous êtes en mute. Là, c'est bon. Ouais. Voilà, je disais merci, messieurs, pour vos interventions. C'est un échange très riche, très intéressant. J'aimerais maintenant ouvrir le débat et donner la possibilité à nos entrepreneurs, nos participants, pour poser des questions, interagir avec vous. Si quelqu'un veut aussi parler de son projet Glean, on est preneur aussi. Donc, je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de… C'est libre, hein. Juste vous levez la main, je vous donne la parole. Comme ça, vous interagissez avec nos speakers, nos invités. Donc, je vous laisse… je vous demande de vous manifester. Alors, pas de questions? C'était trop clair, il n'y a pas de… Ou pas assez, ou pas assez. Ou pas assez, il n'y a pas d'interaction. Ahmed Mahbé, voilà, il y a quelqu'un qui se jette à l'eau. Ahmed, à vous la parole. Merci Madame Douja, merci pour cette occasion. Je vous félicite pour la plateforme SwitchMed, pour tous les programmes. Vraiment, j'ai beaucoup admiré. Je suis nouveau switcher. Déjà, je suis la formation sur le Green Business Model avec le deuxième cours maintenant. Alors, j'ai trop admiré la plateforme. Elle est très interactive. Et j'ai beaucoup admiré le fait qu'on a le droit d'y accéder à vie. Donc, je vous remercie, je vous félicite. Je félicite aussi M. Bastien pour son projet, c'est très intéressant. J'ai une petite idée sur le domaine. Ce que j'ai pour l'élevage des insectes, je pense que la variété, c'est le BSF, le soldat noir, c'est comme ça? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est la larve de mouche soldat noir. Effectivement, il y a un projet similaire en Tunisie qui s'est développé. Donc, je pense que… c'est vrai, c'est du biomimétisme, mais la question que je voulais vous poser, est-ce qu'avec l'élevage intense, il y a des problèmes de biosécurité? Est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce qu'il y a des risques de développer quelques nouvelles maladies, bactéries, je sais pas quoi? Parce que la question se pose toujours pour les élevages en masse. Ouais. Les insectes pour les soldats noirs, la question se pose ou non? Donc, oui, tout à fait, c'est une question qui est… Ah, pardon. Excusez-moi, l'Internet saute. Je ne sais pas si je suis seul à mal vous entendre, mais j'ai compris quand même la question. C'est effectivement une très bonne question. Alors, il faut savoir que la massification donc, effectivement des élevages traditionnels est ce qui amène des problèmes en termes de bien-être animal et aussi en termes de développement de pathologies. L'avantage qu'on a avec notre insecte, c'est que c'est un insecte qui est grégaire, c'est-à-dire que par essence, il cherche à vivre avec les autres et à s'accumuler. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez arrangeant pour que ce soit, enfin, en termes de bien-être animal, mais également en termes de process en général. Et après, au niveau des risques sanitaires, donc c'est un insecte qui, de base, a un pH de 1 dans le ventre et qui, du coup, assainit la matière. C'est la raison pour laquelle, dans la nature, on la retrouve à côté de déjections, de cadavres. Donc, ce sont effectivement des matières dans lesquelles il y a toute une flore microbienne extrêmement développée et qui est en compétition avec nos insectes. Et donc, ils sont très résilients puisque, par essence, ils cassent justement tout ce qui est entérobactéries, tout ce qui est dioxine. C'est cassé par nos insectes. Donc, oui. Non, c'est bon, il y a un bruit. D'accord. Okay. Donc, ce que je voulais dire, c'est que sur la partie
sanitaire, je dirais, de la partie élevage, de base, on a un insecte qui permet d'avoir une certaine propreté, je dirais, et une matière qui est relativement saine, que ce soit pour les animaux eux-mêmes ou que ce soit pour les opérateurs. Donc, quand bien même, on a bien évidemment des protocoles de nettoyage hebdomadaire qui permettent de garder l'ensemble des locaux dans des bonnes conditions d'hygiène. Mais de base, c'est un insecte qui permet d'assainir de la matière puisque c'est son rôle naturel. Voilà. Et après, concernant la partie mouche, qui est peut-être une sous-question dans votre question, la mouche, donc déjà, elle est présente à l'état naturel, bien évidemment. Quand bien même, on a des sas de sécurité pour éviter que les mouches s'en aillent. Et quand bien même, s'il y avait une mouche qui sortait, dès qu'on passe en dessous de 27 degrés, elle s'arrête. Et au bout de quelques jours, en dessous de 27 degrés, elle meurt. Donc, c'est-à-dire, c'est également une mouche qui n'a pas de bouche. Elle a une espèce de ventouse qui lui permet d'absorber de l'humidité par porosité de la peau. Mais elle ne cherche pas à se nourrir. Donc, elle n'est pas invasive. On ne va pas la retrouver du coup sur nos tables à manger pendant qu'on est en train de déjeuner ou de dîner. Et comme elle ne mord pas, elle ne peut pas transmettre de pathogènes. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi d'élever cet insecte, parce que non seulement il a une polyvalence au niveau de ce qu'on peut lui donner à manger, il a une efficacité de conversion de la matière. C'est un vecteur de conversion, comme j'ai pu l'évoquer par le passé, qui est extrêmement efficient. Et en plus de ça, de par son pH et son rôle naturel d'assainissement de matière, on n'est pas embêté. Et voilà, j'espère que ça répond à peu près à votre question. Merci Bastien. Je voudrais donner la parole à Don Maki, ensuite à Imen. Don Maki. Don Maki là. Oui, je suis là déjà. Bonjour tout le monde. Je pense que c'est la voix de Mohamed Mekki Maalish, si je ne me trompe pas. On a reconnu la voix, oui, chef. Oui, c'est un nom juste sur Instagram. Donc, apparemment, Tim, il a pris le même nom d'Instagram. En tout cas, bonjour tout le monde. Bonjour Hichem. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour Mekki. Bonjour Douja. Moi, c'est juste un témoignage. J'ai beaucoup travaillé avec Switchmed. En 2018, j'ai visité Barcelone. On a travaillé sur beaucoup de sujets, dont l'expertise énergétique et la Aujourd'hui, j'ai changé de domaine. Je travaille sur la commandation de l'irrigation et les paramètres physico-chimiques dans l'agriculture. Mais de voir Red Star, je fais partie de la famille de Red Star, et de voir Switchmed sur un seul projet, je pense que ça sera quelque chose de génial pour les entrepreneurs green qui sont intéressés de travailler sur des sujets green, de développer le green en Tunisie. En Nord-Afrique et même dans la Méditerranée, je connais très bien la plateforme Switchmed et les box tools Switchmed. Je les ai vu naître. Donc, c'est un projet très complet. J'ai travaillé sur ces box et ça fait énormément plaisir d'avoir une seule plateforme qui réunit tout le travail d'un entrepreneur sur la plateforme, de calculer ses performances, de calculer les performances du projet, de donner une visibilité. Et avec l'aide de Mme Douja, je pense qu'on va atterrir dans un nouveau monde du green aujourd'hui avec ces deux plateformes qui se réunissent, ces deux programmes qui sont géniaux. Je les ai testés tous les deux et je témoigne que je suis ravi du travail qu'ils ont accompli durant ces années-là. Merci. Merci Maki. Merci Maki. C'est un plaisir de vous revoir. Imen. Imen. Oui, bonjour à tous. Bonjour Hichem, bonjour Bastien, bonjour Clémence, bonjour à tous les participants.
Donc, moi, j'ai prévu d'intervenir. Mais franchement, quand je vois toute la présence dans le discuteur, je ne peux pas ne pas intervenir, ne pas les saluer. Donc, la thématique, elle est vraiment dans le cœur de la formation SwitchMate. Donc, il y a toute une partie, comme tu sais, Hichem, qui parle de l'éco-innovation. Et donc, nous avons pu, durant donc, les derniers ateliers, aborder cette thématique et ce volet avec les différents donc, participants. Nous avons avec nous M. Atf Bessedr, qui est une référence en matière de tout ce qui est donc innovation en matière d'emballage. Nous avons plusieurs donc éco-entrepreneurs qui travaillent sur l'innovation et que je salue et que je vraiment félicite pour tous les projets et pour tous les travaux et l'avancement au niveau des travaux au niveau de la plateforme. Voilà. Donc, moi, en fait, j'interviens aussi pour… j'aimerais bien donc donner la parole parce que nous avons perçu une grande valeur ajoutée au niveau de l'innovation, tout ce qui connaît toute son expertise en matière d'emballage. Et j'aimerais bien qu'il nous fasse une petite intervention à ce niveau-là. Donc, si vous le permettez, bien sûr. Merci, Emel. Merci à vous. Sirat, vous êtes avec nous? Oui. Bonjour. Douja, si ça ne sort pas du cadre, est-ce que Monsieur Hatt pourrait intervenir pour parler un peu de l'innovation au niveau des emballages, parce que c'est un point que nous avons abordé ensemble hier et avant-hier. Douja, vous êtes en mute, hein? On ne vous entend pas. Oui. Douja. Oui, Douja. oui, c'est bon, j'ai remis le micro. Oui, merci Imen. Je disais, je vais donner la parole à Hiba d'abord, ensuite à Siaratef s'il est là avec nous. Il est là, oui. Hiba, elle a levé la main depuis tout à l'heure, donc je lui donne juste la parole. Ensuite, Siaratef Bessedr Marbe. D'accord, merci. Bonjour Hiba. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis une biotechnologue. J'ai une idée dans l'économie verte et circulaire. Donc, j'ai fait une formation en création de start-up en économie vert, bleu et circulaire en juin-août 2021. Mon idée, c'est la fabrication des compléments alimentaires bio innovants à la base des extraits spécifiques des plantes médicinales, donc via l'utilisation de la technologie verte et de la science pour créer des produits innovants bio et des services innovants respectueux de l'environnement et aussi pour résoudre les impacts humains sur l'environnement naturel. Donc, la problématique, ce sont des plantes médicinales ne sont pas valorisées, des substances chimiques ajoutées au processus de fabrication des compléments alimentaires, chômage des femmes rurales, problèmes de désinfection et de qualité dans les grandes industries agroalimentaires, manque d'utilisation des technologies vertes au processus de fabrication des compléments alimentaires. Donc, on aura une proposition de valeur très unique et spécifique. On va élaborer des compléments alimentaires bio innovants à partir des extraits spécifiques des plantes médicinales. En fait, on va fabriquer des compléments alimentaires sans substances chimiques ni conservateurs, 100% bio. On va construire une pépinière des femmes rurales liées au projet, élaboration d'un produit innovant destiné aux grandes industries agroalimentaires pour résoudre les problèmes de désinfection et de qualité, c'est-à-dire au cours de process de fabrication. Et le plus important, c'est l'utilisation des technologies vertes au cours de fabrication des compléments alimentaires bio innovants. C'est ça le plus important. Voilà, merci. Très bien, merci Hiba, bon courage, bon projet, Inch'Allah. Merci. Oui, bonjour, je me présente, Sirat Bessedr, docteur en bioplastique et biopolymère.
j'ai effectué mon parcours universitaire à l'Université de Rouen et à l'Université de Monastir. J'ai travaillé pas mal sur tout ce qui est, on va dire, la formulation elle-même des bioplastiques et des bioplastiques, des biocomposites à base de fibres végétales, notamment le chanvre et le lin, comme c'était l'Université de Rouen et là, la Basse-Normandie et la Haute-Normandie. Ben, je me suis installé maintenant en Tunisie depuis des ans. Je fais de l'enseignement universitaire. Et en parallèle, double casquette, j'ai créé un petit bureau, on va dire, de conseil et d'expertise dans le domaine de tout ce qui est, on va dire, les solutions green et tout ce qui est économie circulaire, qui s'appelle le Green Business Intelligence Office. Et j'ai insisté bien pour avoir ce petit nom, on va dire, de domaine de ma petite, on va dire, boîte, c'est-à-dire le GBio, comme ça, s'il y a le green, il y a le bio, alors là, il ne faut pas, c'est-à-dire un petit jeu de mots. Alors, concernant maintenant les emballages biodégradables, en Tunisie, car en Tunisie, on a essayé seulement des emballages biodégradables. J'ai assisté à une société qui s'appelle Baplast de la région de Sfax au sud de la Tunisie, qui a lancé en 2017, en partenariat avec la firme Novamont, qui formule la matière biodégradable de façon générale et tout ce qui est, on va dire, les bioplastiques, une firme italienne, qu'on a lancé sur le marché en partenariat avec Magasin Général. C'est une petite, on va dire, distribution comme les Mexicoop en France, pour les sachets et les emballages, on va dire, souples, sortis de caisse, qui sont biodégradables. Mais hélas, à la fin, on va dire, depuis le mois de janvier, il y a une rupture de contrat, car même pour... Allô? On ne vous entend plus, Siat. Allô? On ne vous entend plus, Siat. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Allô? D'où j'ai envoyé un texto et donc il me dit qu'il a un problème avec son micro, donc ça a coupé. Bon. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Oui, désolé. Il y avait une petite coupure de connexion. Oui, تفضل سعاد كمل. D'accord, merci. Et actuellement, j'ai lancé, comme je vous ai dit, c'est ma petite boîte, on va dire, tout ce qui est service à l'économie circulaire et l'économie, on va dire, verte. J'ai participé au programme de SwitchMed pour apporter, on va dire, mes connaissances et mon expertise, et aussi bénéficier de la formation, on va dire, de l'économie circulaire, l'économie verte. Et pour moi, le modèle, on va dire, le green business, car j'ai assisté avec la grande, on va dire, firme française qui s'appelle la Sphère. C'est elle qui a lancé tout ce qui est recherche et développement et a financé pas mal de projets européens dans les années, on va dire, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, pour lancer tout ce qui est solutions, on va dire, green, dans le domaine des bioplastiques et bio-emballage, et aussi lancer tout ce qui est emballage aussi à base de fibres végétales. Voilà, grosso modo. Très bien, merci Marhaba Bik. Merci, je ne sais pas, avant de donner la parole à Yousser, Hicham, est-ce que tu veux intervenir? Oui, je voulais ajouter un petit point très, très intéressant d'ailleurs, pour faire la relation aussi avec l'innovation. Je pense que presque toutes les interventions maintenant qu'on vient de recevoir, ils rejoignent le fait que l'idée de projet, elle doit quand même répondre à des défis environnementaux et à des défis sociaux. Et c'est là réellement là où il y a l'innovation. Je pense déjà, nous sommes sur le bon chemin parce qu'on ne sommes pas en train de créer l'activité économique juste pour créer une activité économique, sinon aussi qu'on fait une alliance entre tout ce qui est économique, valeur ajoutée économique et une valeur aussi, valeur qu'on nous sommes en train de vivre, avec une valeur sociale et une valeur environnementale. Je salue tous les passages d'ailleurs pour cette réflexion. Très bien, merci Hicham. Yousser.
Bonjour, merci de me donner la parole. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis consultante dans le secteur agroalimentaire depuis plus de 20 ans. Depuis quelques années, je travaille dans le domaine de l'innovation auprès des industries agroalimentaires. Et il m'est arrivé d'encadrer des jeunes promoteurs pour la création de start-up pour proposer des solutions technologiques innovantes. Alors là, la question que je voudrais poser est la suivante. C'est par rapport à la réglementation tunisienne. Il m'est arrivé sur 2 projets minimum d'avoir des difficultés par rapport, je dirais, à la mise en œuvre pratique de ces solutions technologiques à cause d'un vide juridique. Je prends un exemple concret. Tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé d'un projet sur les compléments alimentaires. Aujourd'hui, je suis sur un projet en tant que business angel sur des produits qui sont extraits de matières végétales pour en faire des colorants. Alors, on est confronté à la difficulté suivante. En termes d'homologation de ces colorants-là, il y a un vide juridique. Et on peut se retrouver face à un blocage à cause de ce vide juridique. Donc, ma question, c'est de savoir au niveau de l'application et de la commercialisation, je dirais, de ces solutions, est-ce qu'il vous est arrivé d'être confronté à ce type de problème? Si oui, quelle est la solution? Voilà, merci. Merci. Ouais, je peux intervenir aussi, puisque c'est effectivement nous des soucis qu'on a aussi sur le territoire européen, beaucoup. Et effectivement, d'incohérences des fois réglementaires avec les applications qui sont demandées. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est partagé par Protifly ici également. C'est clair. Et quelle est la solution? Peut-être que Hichem va avoir plus de solutions diplomatiques. Avec le plaidoyer qui sont. Et peut-être de plaidoyer que ce que je pourrais. Oui, effectivement, c'est-à-dire c'est une problématique, c'est un peu partout, c'est pas seulement pour le projet agroalimentaire, c'est dans la technologie, c'est dans n'importe quel secteur. Il y a toujours des entraves et bien évidemment, c'est-à-dire la législation n'est jamais suffisante parce qu'il y a quand même de l'innovation, il y a chaque jour une nouvelle tendance et du coup, voilà, qu'on soit à jour, c'est-à-dire on devrait être en mesure d'actualiser rapidement ou voilà, on va tuer tout simplement, c'est-à-dire les startups et on va tuer le projet innovant. Dans ces cadres, nous, on travaille beaucoup, comme je viens de le mentionner tout au début, on travaille beaucoup avec les structures publiques. Pourquoi on travaille avec les structures publiques? Ce n'est pas seulement pour la création, faciliter la création des entreprises, mais plutôt pour trouver des solutions à ces entraves. Parfois, elles sont de fausses, je dirais, de faux problèmes. Pourquoi? Parce qu'il juste, il faut trouver des petites sorties qui interprètent la loi ou la législation correctement. Et c'est pour ça, dans ces cadres, moi, je vous recommande directement, vivement, c'est-à-dire à contacter nos collègues de CITED parce que c'est dans le cœur de leur métier. C'est-à-dire, eux, ils travaillent sur l'innovation environnementale. Ils sont en train quand même de mener une campagne très, très, très intense par rapport à l'homologation de pas mal des aides de projets. Ils contribuent beaucoup dans les études d'impact sur l'environnement. Ils contribuent beaucoup aussi sur la certification des quelques projets. Et j'imagine quand même c'est un partenaire assez sensibilisé sur cette question de entraves juridiques, ça, premier moment. Et après, c'est l'implication à l'échelle globale, c'est-à-dire comme un centre international, c'est-à-dire ils ont quand même toujours des solutions, ils ont quand même toujours des possibilités de pousser ces cadres. Il n'y a pas de solution sur mesure, c'est-à-dire on ne peut pas dire voilà, vous avez rencontré ce problème, on va trouver la solution, mais je pense qu'il faut soulever quand même ce problème. Parlez-en avec les CITED. Si vous avez besoin même de nous pour vous mettre en contact, ça sera avec plaisir. Je pense quand même qu'il y a toujours de solutions. La suffisance est là, mais la solution, toujours, on peut la débattre et on peut en trouver de sorties. Et on doit toujours se battre pour arriver à trouver des solutions. C'est ça l'entrepreneur. On est bien d'accord, oui. Je donne la parole à Lamia Hamrouli. Lamia, je suis en train Buon appréciation.
Je me présente, Lamia Hamrouni, cofondatrice de la marque Lamy Mode. Nous sommes dans le secteur de l'habillement, de la mode. Notre projet consiste à la création de vêtements dédiés aux femmes, hommes de taille forte et de sensibilité extrême. Nos produits se basent sur la teinture végétale et sur tissage traditionnel avec un style low fashion. Slow fashion. Ok, مرحبا Lamia. عايشك merci. عندك question Lamia ou juste tu t'es présentée? Je suis sur la plateforme de SwitchMed, وصلت للفاز الأولى معناتها création de green business. معناتها سي الحقيقة سي un peu compliqué mais quand on travaille avec يصير تتكلم بالعربي c'est pas grave Lamia. اي خاطر ما لقيتش الكلمه هذيك هي علاش يعني كلا صعيب شويه اما معناتها كيف عبدي يثبت ويعمل لي ريشيرش بالبيه وكل كي معناتها اون تروف لا بون سوليسيون خاطر معناتها نحب اي حاجه نكتبها تبدا معناتها ريال 100% معناتها مش ايماجينير معناتها نبدا جربتها وخدمتها معناتها ريال. ميرسي. يعطيك الصحه. C'est ça l'objectif, Lamia. Lamia, Oui, quand on c'est développe ça, des méthodologies, c'est notamment pour ces objectifs. C'est pas seulement pour Dieu développer merci, votre merci projet. والله معناتها بالحق البلاتفورم طورتنا بالباهي وخلت معناها خلتنا بالحق معناتها avec un esprit innovant بالحق معناها. Merci. Oui. Merci Lamia. En deux mots. Aussi, c'est l'occasion. Elle a fait. Désolé de rebondir avec vous. Allô? Oui. Et c'est l'occasion d'avoir un réseautage comme ça pour avoir pas mal, on va dire, le partage, c'est-à-dire de l'information, et aussi faire le lobbying vert, le green lobbying. Pour faire bouger un tout petit peu, on va dire, les lois et tout ce qui est, on va dire, loi environnementale d'une façon générale. Il ne faut pas oublier que la Tunisie, elle est connue par la Tunisie verte, Tunis al-Khadra. Alors là, il faut s'y mettre. Merci. Madame Monet Damak. Monet. Monet. Oui, bonjour Madame Douja. Ben Monet. Aïchek Madame Douja. Salut pour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Mouna Damak. Donc, je suis ingénieur docteur en génie biologique et je suis enseignante actuellement. Donc, je suis cofondatrice de la société Verdon Alga. Je présente la société Bref. Donc, mon projet consiste au développement des produits cosmétiques naturels à base de bioactifs marins et végétaux. Donc, ce projet répond aux plusieurs problèmes qui existent actuellement dans tout le monde, tels que l'augmentation des cas atteints de cancer, de peau, de sein, etc. Donc, suite à l'utilisation, bien sûr, excessive des produits chimiques. Donc, notre proposition, j'essaie toujours de développer des extraits à base des déchets valorisables, tels que les déchets des crustacés, à partir des industries de valorisation des produits de la mer. J'essaie aussi de développer des extraits à partir des espèces végétaux non valorisables, des microalgues, ce qui est le sujet de mon thèse de doctorat. Etc. Et même sur les tests dermatologiques. Donc, je suis parmi les candidats de Switchers. Je suis très satisfaite, je suis très heureuse d'être parmi vous et je vous remercie énormément. Faten. Faten, à vous la parole. Sinon, on passe à Mohamed El-Ghami. عاصم. تفضل مرحبا فاتن. Oui.
Bonsoir à tous. Donc, je suis Faten Hamdi. Je suis cofondatrice de la start-up ControlMed qui est spécialisée en production d'insectes utiles. Mais nous, ce sont les insectes qui sont utilisés pour la lutte biologique. Donc, c'est une start-up tunisienne qui a été donc, fondée en 2014 et qui a été labellisée donc, Startup Act en mars 2021. Et depuis 2015, donc, nous avons un marché avec le ministère de l'Agriculture via le groupement interprofessionnel des fruits. Bon, c'est un marché de niche en Tunisie, donc depuis quelques années, on cherche à faire de l'export. On produit essentiellement donc, des mini-guêpes qui s'appellent les trichogrammes, qui sont en fait des parasites de papillons ravageurs de fruits et de légumes. Mais aussi, on produit donc les œufs de la pyrale de la farine, et donc ces œufs-là, on peut les exporter parce qu'on fait une irradiation des embryons, donc ils sont exportables. Sauf que bon, il y a beaucoup de barrières à l'export. On aimerait bien faire de l'export parce que, comme je vous disais, donc le marché tunisien, donc le marché local est très limité. Et donc là, après 8 ans, on peine vraiment parce que c'est très difficile. Donc actuellement, de vendre sur le marché, uniquement sur le marché local et de pouvoir survivre et donc continuer à évoluer. Donc là, on cherche à exporter donc, nos œufs d'insectes qui ne sont pas vivants, comme je disais, et peut-être, pardon. Oui. Excusez-moi, je vous entends mal. Oui, non, on vous entend, pardon, on vous entend bien. Ah, d'accord. Donc voilà, donc je ne sais pas, peut-être que moi aussi j'irai vers tout ce qui est production de la mouche soldat. Ça paraît une piste aussi intéressante. Après, c'est le côté législatif. Je sais qu'il y a Nex Protein, qui est une entreprise tunisienne qui le fait. Nous, on était les premiers donc, à travailler sur les insectes en Tunisie. C'est la première unité de production privée d'insectes. Voilà, c'est clair que c'est un domaine d'avenir, mais en Tunisie, l'évolution n'est pas très rapide. Et je pense que tout ce qui est législatif ne suit pas. Voilà, merci beaucoup. Vous produisez, vous avez une unité de production de combien de quel volume? Enfin, si vous pouvez le dire, d'ailleurs, si c'est confidentiel, non. C'est une grosse unité que vous possédez en Tunisie? Oui, pour les insectes utiles, donc qui sont utilisés pour la protection des plantes, oui, on a une unité qui est assez grande. On est arrivé à produire à peu près pour traiter, entre guillemets, 3000 hectares et même plus 3000 hectares de grenadiers, parce qu'on travaille sur les grenadiers, sur un papillon qui s'attaque aux grenadiers. C'est la pyrale des caroubiers, je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans le cadre d'un programme national de protection des vergers de grenades. Bravo, Faten, très bien. Discuter avec Bastien. Voilà. Oui, c'est des sujets qu'on regarde. On a quelques confrères sur le territoire français qui font des mouches pollinisatrices pour les cerfs aussi. Donc, c'est des sujets effectivement sur lesquels on a déjà regardé. J'avais fait un stage chez Biotop à l'époque, en 2009. Hein. C'est comme ça que j'ai eu l'idée aussi. D'accord, si c'est intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Là, si je peux prendre après votre email. Pas de souci. Pas de souci. Très bien. Merci. 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 Belle continuation à tout le monde. Merci. Mohamed Ouelrami. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Ouais, on vous entend. Merci. Bon. Je suis Ouelrami Mohamed, fondateur ou bien porteur de projet Bamboo for Tunisia. Cette plante, on veut utiliser pour le traitement des eaux usées, que ce soit les eaux usées et la margine. Et la deuxième partie, c'est on a intérêt de faire la plantation de bambou dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Vu que le bambou a l'aspect opératoire en utilisant les racines qui permettent de dégrader la matière polluante et la plantation, bien les plantes de façon générale, elles permettent l'absorption de carbone à 65% et augmentation de capacité de production d'oxygène à 35%.
Bon, ce que je voulais vous dire, on a participé à la DESTAR. Le projet a été l'accord de l'autorité nationale désignée de fonds verts. Dans ce sens, on a décidé de faire un projet pilote. Et bien, ici, pour compléter le plan d'affaires, réellement, nous sommes confrontés devant un projet pilote. Donc, comment on doit arriver à faire un plan d'affaires correct tant que on n'estime pas la surface sur laquelle on pense à des milliers d'hectares. C'est quelque chose qui me fait un point d'interrogation. Deuxièmement, quel soutien elle peut nous fournir le projet de STAR, c'est-à-dire à tel point le financement elle peut nous aller avec nous. La troisième chose aussi, c'est que j'ai entendu monsieur quelqu'un qui vient de parler du plastique biodégradable, ou bien le bioplastique. Je veux avoir son email. Pourquoi? Parce que le bambou, c'est dans l'avenir, on veut utiliser dans la production de plastique biodégradable, on veut l'utiliser dans la production des textiles, on veut utiliser dans la cosmétique, on veut utiliser aussi dans la production de produits comment dire, médicinales à base des plantes. Donc l'utilisation pratiquement massive de le bois dans le bâtiment, en d'autres termes, c'est le métier vers l'avenir. Ça, primo. Secondo, c'est que on a tendance aussi de rendre la Tunisie verte de nouveau, parce que tout le temps c'est khadra, mais nous sommes confrontés avec une dégradation absolue. Là, il y a la chasserie, etc. Et on va réutiliser les eaux usées, c'est-à-dire que les bambous, on va les réguer par les eaux usées traitées. Et nous avons des grandes quantités d'eau qui sont évacuées soit dans la mer, soit dans des lacs, soit partout. Donc, l'objectif, c'est la valorisation des eaux usées, la lutte contre le changement climatique et l'utilisation de la plante pour faire le traitement des eaux usées de façon générale. Merci Mohamed. On va vous mettre en contact, on va voir comment on vous met en contact avec la personne qui a parlé du plastique. Sinon, il peut de toute façon, je pense, mettre vos coordonnées sur le chat. Hein, là, vous pouvez échanger. S'il est encore là, vous pouvez échanger sur le chat. Merci Mohamed. Je vous donne la parole. Kauthar Selmi. Merci Madame Douja, j'espère que vous m'écoutez bien. Donc je suis Selmi Kauthar, CEO et founder de la start-up Simar dans le domaine de règlement des litiges par la médiation et l'arbitrage. Notre start-up est labellisée Startup Act Tunisie et on a des marchés, surtout on remarque qu'il y a une urgence pour s'intervenir dans le domaine de l'environnement et le changement de climat par la médiation environnementale et surtout vous avez parlé du risque juridique ou bien qu'il y a des difficultés, des problèmes juridiques. La médiation et surtout la médiation de la CIMAR, ça vous permet de régler tous les risques juridiques et traiter les conflits d'une façon rapide, interfrontières, donc entre différents pays et surtout entre les parties publiques et les porteurs de projets. J'espère ou bien je vous propose un partenariat, de nouer un partenariat SwissMed et Simar. Très bien, c'est Hicham est là. Tu as compris le sujet, Hicham? Oui, bien évidemment. Elle a une plateforme de médiation en ligne qui est très intéressante. Vous savez que la médiation aujourd'hui, c'est une solution alternative aux tribunaux, etc. Et donc, elle travaille dans le domaine environnemental aussi.
Donc voilà, merci pour la proposition. Non, d'ailleurs, merci pour le passage et merci de parler de votre initiative. À un certain moment, bien évidemment, c'est-à-dire il y aura des projets ambitieux, disons, qui vont au-delà de la législation, au-delà de contexte juridique, disons, existant. Et à un certain moment, peut-être, oui, il y aura quand même recours à de boîtes d'arbitrage. Et certainement, je prendrai contact avec vous pour voir, c'est-à-dire toujours il y a des occasions qui se présentent et on essaie de se capter un petit moment pour en parler du sujet. Ça nous intéresse quand même. Louja, on ne vous entend pas. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui, Louja. D'accord. Merci, j'ai bien un problème de... merci, Kauthar. Bassem Loueti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis entrepreneur en phase finale d'un projet de nutrition animale à base d'insectes, plus précisément la mouche soldat noire. Et actuellement, je suis à la recherche du financement pour donner naissance à mon projet. J'ai deux questions à Monsieur Bastien. Oui, je suis là, je vous écoute avec plaisir. Bon, je voulais savoir la méthode de séchage la plus adaptée aux besoins du marché, si c'est le séchage à bande ou c'est le séchage à tambour rotatif. Ça dépend de pas mal de choses, pour être honnête. Non, ça dépend de... Après, ça, c'est des sujets d'ingénierie que bon, on pourra regarder ça plus. Je ne pense pas que ce soit le sujet du webinaire de parler des différentes technologies de séchage de larves. Mais bon, ceci dit, je peux vous répondre. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Ça dépend de quel... ça dépend s'il y a... Enfin, ça dépend. Il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend des attentes de votre produit, des attentes de votre client et de ce que vous voulez faire des insectes derrière. Bon, parce que je cherche la qualité avant la quantité. En tout cas, je comprends. Moi, ce que je dirais... Non, mais c'est... Oui, vas-y. Pardon, Bastien. Je te laisse finir. Non, pas de souci. Mais il faut sécher. Plus vous allez sécher fort, plus vous allez détériorer votre protéine. Donc, mais plus vous séchez lentement, plus vous allez prendre du temps de séchage et des consos énergétiques. Donc, c'est une balance à trouver entre le temps de process et la qualité de produit qui est attendue par vos clients. Ce qui est sûr, Bassem, c'est que je te conseille de regarder d'abord la législation en Tunisie. Hein. Je pense c'est pour l'export. C'est pour l'export. Totalement exportatrice. D'accord. Très bien. Désolée, je vous remercie. Je peux intervenir à propos de cette méthode de séchage? Madame Louja? Oui, Fadel. Est-ce que je peux intervenir concernant la méthode de séchage? Donc, à partir de mon expérience. Oui. D'après mon expérience à ce niveau, j'ai fait plusieurs méthodes de séchage. Donc, je pense qu'il faut faire une optimisation, plan d'expérience et obtenir l'optimum, coupe le temps, température pour préserver la quantité de protéines, etc. Donc, je vous conseille de faire un plan d'expérience. Merci. Bon, c'est technique, je pense que c'est peut-être que vous pouvez échanger entre vous, mais c'est très technique. Je passe la parole à Hichem Mokni. Hichem Mahbé. Hichem. Le son, on ne t'entend pas. Micro. Voilà.
Hichem? Vous m'entendez? Voilà, là, ça va. Ouh là là. Ok, j'espère que vous m'entendez. Oui, parfait. on vous entend. Ah, très bien, très bien. Donc, vite fait, merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, je suis Hicham Moukni, je suis CEO de la startup NextAV. Justement, on est là juste depuis 6 mois et on propose en fait un service pour les enjeux environnementaux, je dirais. Nous proposons notre service pour la capture de données aériennes haute résolution et nous parlons de la technologie LIDAR, donc laser, qui reproduit les modèles 3D à la précision de centimètres près donc, des terrains et des caméras hyperspectrales et qui nous permet donc de classifier différents objets, je dirais, donc les différents types de sols, les différents types d'eau, la qualité des eaux, la qualité des sols, et de suivre donc plusieurs paramètres environnementaux, je dirais, comme application, bien sûr, des applications côté de l'agriculture pour suivre de plus près donc les effets du changement climatique sur les différents donc, écosystèmes, mais aussi bien sûr tout ce qui est les paramètres environnementaux. Pour la plateforme SwitchMed, ça nous a bien sûr aidé à un peu donc organiser nos idées, je dirais, organiser notre idée de business. Et puis voilà, le grand enjeu, bien sûr, c'est le financement après. Et on espère bien donc avoir des solutions concrètes parce que là, on a des collaborateurs en France donc pour certifier notre avion et tout ça. Donc on travaille entre la Tunisie, la France et l'Allemagne. Et voilà, j'espère bien donc on est en contact avec les CITED. On essaie aussi d'avoir des contacts avec le ministère de l'Environnement en Tunisie, un accès par exemple sur le Fonds vert. C'est un fonds mondial qui finance de telles actions climatiques, je dirais. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Hichem Mahbé. Imen. Oui, Douja. En fait, moi, j'interviens toujours au nom des Switchers, donc, qui sont présents avec nous aujourd'hui. Et ça fait très plaisir de les voir donc, participer à notre webinaire. Ça montre donc leur intérêt à ce programme. Donc, avec nous, Lamia Hamrouni, Lami Mode, avec Si Hichem Moukni, il y a plusieurs donc, qui participent aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien moi, poser la question à Si Hichem et à Bastien par rapport à tout ce qui est donc meilleure approche, meilleure stratégie pour avoir donc et introduire de l'innovation au sein des projets écologiques. Est-ce qu'il y a des sites? Est-ce qu'ils ont des conseils spécifiques? Est-ce qu'ils encouragent à conclure des partenariats avec les établissements universitaires pour être à l'écoute de tout ce qui est donc innovant? Qu'est-ce qu'ils donnent comme conseil aux éco-entrepreneurs pour vraiment être innovants? Merci, Imen. Je donne une dernière intervention. Celle de Shaima Bastien. Ensuite, je vous laisse répondre pour Imen et tous les autres. Là, en clôture. Shaima, ce sera la dernière intervention. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je me présente, c'est Shaima Barbena, j'ai 22 ans. Je serai bientôt, Inch'Allah, diplômée en commerce et finances internationales. Je suis une consultante commerciale à la TOI Ingénieur Entreprise. C'est un cabinet de conseil. Et je suis CEO de la start-up tunisienne MC Motor, qui est spécialisée dans la production des voitures électriques. Alors, ma question se pose qu'on sait très bien que les projets d'innovation et de recherche et de développement, ils coûtent très cher et généralement, les banques ne financent pas ce genre de projet parce que l'innovation, ce sont des projets risqués. Ma question, alors, comment vous avez réagi aux besoins de financement de votre projet?
Merci Shaima. Donc, je vous laisse répondre. Bastien, à Imen et Shaima une fois pour toutes. Et puis, je donnerai aussi la parole à Hichem. Et je pense qu'on pourra clôturer le webinaire. Oui, avec plaisir. Les conseils pour entreprendre, je pense, dans un business green, c'est avant tout de comprendre, je pense, et d'étudier qu'est-ce que finalement, quelles sont les composantes et les variables qui vont faire que votre business va être green ou non. C'est-à-dire, excusez-moi pour cette réponse qui est une première introduction, mais c'est quoi le green? Qu'est-ce que c'est l'écologie? Et se former sur la problématique environnementale, que vous êtes peut-être d'ailleurs déjà, enfin, vous êtes peut-être déjà très formé, et je vous le souhaite. Moi, par exemple, au moment où j'ai monté cette entreprise, bon, je ne l'étais pas assez. Et je pense que la première des choses, c'est vraiment de comprendre les tenants et les aboutissants de la transition. Et là, il faut se faire effectivement se former, faire l'effort d'une grande curiosité intellectuelle, de se faire accompagner ou non. Bon, il y a des gens qui font ça très très bien. En France, on a des gens comme Jean-Marc Jancovici, qui sont des gens que je vous incite à aller écouter, à aller étudier, qui sont voilà, des experts en transition environnementale. Et après, là-dedans, en ayant conscience des différentes problématiques et de ce qui agit sur l'environnement ou non, c'est d'essayer de se positionner. Et là, j'y reviens, c'est quelque chose qu'on a beaucoup évoqué au début de cette conversation. Ça, c'est un avis évidemment personnel, mais je pense que s'inspirer de la nature, c'est une bonne porte d'entrée pour pouvoir créer des systèmes qui sont résilients pour l'avenir et après d'industrialiser les processus. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour avoir un impact, il faut quand même mettre à l'échelle, c'est-à-dire que faire quelque chose, c'est très très bien de faire du compost avec ses déchets de table et autres et de changer les habitudes au quotidien, mais si vraiment on veut monter un projet qui a énormément d'impact avec une grande envergure, bon, il va falloir effectivement se lancer dans une démarche de production, dans une démarche un peu plus industrielle. Mais ça se prépare et je pense qu'il faut bien comprendre les différents tenants et les aboutissants en se formant. Et je pense aussi qu'après, voilà, s'inspirer de la nature, c'est une bonne porte d'entrée. Ce serait ce que je dirais. Et après, concernant le financement, écoutez, nous, on a eu une phase de recherche dans laquelle, qui a coûté effectivement un petit peu d'argent, pour laquelle on a eu la chance d'avoir en France des programmes de prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts que vous octroient différents organismes publics pour vous permettre de mettre en œuvre votre solution, avec des différés de paiement à taux zéro. Et ça nous a permis, avec un petit peu d'apport personnel, pas énorme, mais quand même un petit peu, ça nous a permis de passer cette première phase de recherche. Et pour pouvoir mettre le modèle à l'échelle, quand on s'est senti prêt, on est rentré dans un tour de financement et là, c'est des investisseurs privés qui ont pris le relais. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas le contexte en Tunisie, s'il y a de nombreuses aides publiques ou non. Moi, je peux vraiment parler de ce qui se fait en France, de ce qui se fait en Tunisie, j'ai beaucoup de mal, mais parce que je ne suis pas expert du marché, je pense qu'il faut regarder les programmes d'accompagnement, s'il y a des aides. Et ça me paraît une bonne porte d'entrée pour regarder ça. Et après, de regarder effectivement des relais de financement qui soient bancaires, qui soient sur des fonds propres privés. Mais la première chose à faire, c'est peut-être de se renseigner sur tous les programmes qui sont mis en place par les autorités publiques côté tunisien pour voir les différents leviers à actionner pour passer cette première phase de recherche, de prototypage qui est nécessaire. D'accord, merci. Mais le problème, c'est que lorsque le projet est financé par la majorité de financement externe, on risque de l'autonomie financière de l'entreprise. C'est ça le problème. Ah, bien sûr, l'idéal, excusez, vous avez tout à fait raison, hein, l'idéal, c'est d'arriver effectivement à faire de la croissance, c'est-à-dire à directement produire, vendre votre produit, ce qui est la base d'ailleurs d'un business, de générer du cash et de le faire grossir. C'est vrai que j'ai un peu tendance à orienter ma réponse sur le cas personnel, qui est, comme c'est un modèle de notre côté qui nécessite des investissements assez colossaux, même pour commencer à rentrer en phase de rentabilité, on a dû faire appel à des capitaux extérieurs. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas de tous les business, et heureusement d'ailleurs, la levée de fonds, ce n'est pas une religion. Si on peut vendre son produit et grossir en interne, c'est d'autant mieux. Il est vrai que pour des projets de dimension importante, nous, par exemple, ce n'était pas possible parce qu'il fallait investir plus de 2 millions d'euros pour atteindre la rentabilité. Donc voilà, je pense que ça dépend aussi
aussi effectivement des business de chacun. Et en l'occurrence, c'est vrai que il ne faut pas voir les financements extérieurs comme une façon de tenir et qui doit se substituer à la rentabilité du business. Quoi qu'il en soit, si les financements extérieurs arrivent, c'est pour mettre sur pied un actif rentable pour après avoir effectivement une autonomie financière. Donc, c'est un peu une réponse de Normand, mais ça dépend évidemment de votre structure de coût, de vos investissements nécessaires. Et là-dessus, c'est vous qui avez la main et qui connaissez le business que vous voulez lancer. Et tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir à faire appel au moins de financement extérieur possible pour démarrer votre activité, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci Bastien. Merci à tous. Avant de vous donner le dernier mot à Hichem et à toi, Bastien, j'aimerais juste dire que pour le financement, par exemple, on a un programme à Red Start Tunisie en partenariat avec la GIZ l'objectif du programme, ça s'appelle WIDO. Il faut regarder la plateforme wido.africa. L'objectif, c'est de faire de telle sorte que la diaspora tunisienne, installée en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et bientôt dans d'autres pays européens, puisse contribuer au développement local et d'entreprises locales. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, la diaspora, elle donne jusqu'à 1 250 €, elle envoie à l'entrepreneur tunisien. L'entrepreneur tunisien met la même somme, 1 250 €, et la GIZ met autant, 2 500 €, ce qui fait quand même un petit financement avec lequel une petite start-up, une petite PME peut démarrer. Et c'est Red Start Tunisie qui est le partenaire, le point focal partenaire d'implémentation en Tunisie, qui aide à l'accompagnement, au coaching, au réseautage des entrepreneurs pour qu'ils utilisent bien cet argent pour vraiment faire avancer le projet. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, regardez wido.africa. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous donner le dernier mot, Hichem et puis Sébastien, par rapport à ce webinaire, en remerciant tout le monde de leur présence. Et merci particulièrement à Hichem et Bastien pour leurs interventions, pour les débats, pour les échanges, les réponses, c'est très, très intéressant. Voilà, donc Hichem, je te laisse le dernier mot. Merci beaucoup, Douja. Sans trop tarder, juste je voulais revenir sur le concept de l'innovation. Ce n'est pas un concept assez simple que ça. Il ne faut pas d'ailleurs confondre l'innovation avec une activité génératrice de revenus. Nous ne sommes pas là juste pour lancer un petit projet économique. Nous ne sommes pas là non plus pour défendre des avis ou des consciences personnelles, c'est-à-dire c'est pas suffisant pour monter un projet innovant. On est là dans des projets d'inspiration, c'est-à-dire de connaissances de marché et de connaissances de contexte. C'est-à-dire pour partir, je joins l'avis de Bastien, il faut connaître tout d'abord ton marché. Ça, c'est la première des choses. Il faut connaître les tendances. Il faut que ton idée doit sortir d'une inspiration. Ce n'est pas seulement d'une nécessité économique ou ce n'est pas d'une conscience personnelle. C'est une inspiration, c'est quelque chose qui t'a poussé à observer un phénomène, c'est quelque chose qui t'a poussé quand même à dresser une proposition de valeur pour faire face à un défi ou pour faire face à quelque chose. C'est ce que je peux résumer, c'est ce que je peux vous donner comme recommandation pour que vous pensiez à l'innovation. Côté financement, c'est l'entrave majeure et c'est un peu partout dans le monde. Ce n'est pas la Tunisie, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Amérique. C'est un peu partout. Et mon conseil dans ce sens, c'est aller droit au but. Qu'est-ce que ça veut dire aller droit au but? Proposer directement une proposition de valeur qui peut convaincre en premier lieu les clients et par la suite convaincre bien sûr les personnes qui vont miser sur ce projet. D'ailleurs, juste à titre d'exemple, j'ai fini par ça, si vous connaissez un peu la marque de Fairphone, des téléphones, les CEO, disons, le fondateur de la marque, il n'a sollicité aucun sou. Tout l'argent, elle est venue de ses prochains, de ses futurs clients, ce qu'on appelle les early adepts. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé quand même à convaincre avec une proposition de valeur assez solide. Il est arrivé à faire la différenciation. C'est ça mon conseil pour le financement. C'est-à-dire on a beaucoup de projets, mais on a trop peu d'initiatives dans le pipeline
pour être financés avec ou sans garantie. C'est vraiment le clé de succès là, c'est votre capacité à convaincre et vos clients et les investisseurs qu'ils peuvent miser sur un tel projet. N'attendez pas juste avec un petit dossier, c'est-à-dire vous allez dénicher de l'argent, parce que ce n'est pas le cas. On parle plutôt de projets ambitieux, de projets avec un triple bilan, disons, un bilan social, un bilan environnemental et un bilan économique. Et alors, il faut savoir défendre ces 3 points pour arriver, bien sûr, à la partie prenante adéquate. Et merci beaucoup déjà pour cette invitation et merci à l'ensemble de participants. Merci beaucoup, Hichem. Bastien? Je crois que c'est une belle conclusion. Je ferai pas mieux. Mais non, en synthèse, je dirais que c'est extrêmement complexe aujourd'hui d'avoir effectivement une success story dans le green business, pour toutes les complexités qu'on a pu évoquer, mais en même temps, c'est le moment aujourd'hui où il faut mettre sur le marché ce genre d'initiatives, où il faut les faire grandir. Et c'est ceux aussi qui vont réussir aujourd'hui à se battre et à enfoncer des portes fermées, qui vont être les acteurs de demain. Donc, quelque part, c'est d'une complexité énorme, mais c'est aussi le moment de le faire. Et quoi qu'il en soit, le sens de l'histoire va amener ces personnes sur le devant de la scène. Donc, s'il y a effectivement une inspiration avec une idée qui est logique, qui est bien étudiée, qui a du sens, parce qu'il ne faut pas non plus faire du green business pour faire du green business. Et si c'est une bonne idée, si elle est portée par des gens qui ont vraiment le courage et le cœur de l'amener, ça va marcher. Donc, c'est le moment de le faire. Voilà. C'est tout ce que je pourrais vous dire en conclusion. C'est faut y croire, il faut avoir la bonne idée. Après, il faut y croire, il faut se battre. Et je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Voilà. Donc, voilà, je vous encourage. Merci beaucoup à nos intervenants, nos invités. Merci Clémence, toute l'équipe Red Star France, Red Star Tunisie. Et puis, bonne continuation à nos green businesses, à nos green entrepreneurs. Et à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci à tous. Merci, à très vite. Au revoir. Merci à tous. Merci infiniment et bonne continuation. À bientôt, merci. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci, au revoir.